Et cette semaine, on reçoit la première femme première ministre du Québec et chancelière de l'UQAM, Pauline Marois. Bonjour. Bonjour, Marie-Ève. Vous avez un mot, une question pour elle, un souvenir. Partagez-les avec nous. La messagerie, c'est 98985. Je vais vous lire tout au long de notre entretien parce que Pauline Marois, nos auditeurs participent. Ah, c'est à formidable. nos entrevues. Je ne savais pas. Oui, ils vont être là. Puis je vais les J'aime lire. J'aime Absolument. ça. Oui. Là, je dois vous dire, je vous ai accroché dans un corridor ici récemment. Ça fait longtemps qu'on souhaite vous avoir en entrevue avec nous. Finalement, vous avez accepté. Vous êtes très occupée, là, c'est ce que j'ai compris. Oui. En fait, d'abord, j'ai 3 responsabilités particulières. Je suis chancelière de l'UQAM, ce dont je suis très fière. Ça m'a pris du temps de l'accepter. Parce que c'est un poste honorifique, mais c'est un poste qui exige une présence assez importante. Le conseil d'administration, les différents comités. Je peux participer à tous les comités de l'UQAM. Évidemment, on m'invite à ouvrir des colloques, à participer à des forums. Ce soir, à la galerie, on reçoit à la galerie d'art de l'UQAM M. Ahmed, qui est un génie, finalement, dans son art et qui a été formé à l'UQAM. Bon, ça, c'est l'UQAM. Je suis présidente du jury du prix Jeannette Bertrand. A été instauré il y a 1 an. C'est la 2e année que le prix existe. On accueille des livres écrits en français qui peuvent venir de tout le Canada, et du Québec, bien sûr. Et ils doivent traiter des violences de genre, de l'égalité homme-femme et faire la promotion de l'égalité. Alors, je préside ce jury dans le cadre du Salon du livre. Donc, c'est quand même assez exigeant. C'est de lire une 20aine de livres, quand même, en quelques semaines. Oh, quand même, c'est ça, vous les lisez tous, oui. là. Moi, je les lis. Je pense que les membres du jury les ont pas tous lus. Aussi. Okay. Mais en fait, on doit en lire au moins une 12aine. Mais moi, j'en ai lu un peu plus, d'accord? Et après ça, je suis présidente d'une fondation qui s'appelle Force Avenir. Ça, je dirais, c'est un petit... pour moi, je chéris cette fondation. C'est une fondation qui reconnaît l'engagement des jeunes du secondaire à l'université. Et là, ce sont vraiment des projets parascolaires, pour le simplifier, là. Des jeunes qui décident d'aider, par exemple, dans leur école, dans leur cégep, ça va être sans déchets, 0 déchet. Alors, ils vont faire un projet particulier pour mettre en place des activités. La défense de droits, des LGBTQ+. Bon. Alors, c'est passionnant. Puis dans le cas des jeunes du secondaire, ce qu'on reconnaît surtout, c'est la persévérance scolaire. Donc, des jeunes qui ont rencontré des problèmes, des difficultés, qui sont en situation de handicap et qui, malgré ça, vont aller au bout de leurs études. Et moi, là, j'ai vu des cas, j'en pleurais littéralement, parce que je suis membre des jurys aussi qui choisissent ces jeunes-là. On a plein de jurys qui sont des bénévoles pour faire ça. Une jeune femme qui avait vécu des moments très difficiles dans sa vie personnelle, des parents qui ne s'en occupaient pas, un père alcool, violent, etc. Elle est tombée dans la drogue, dans la consommation. Elle est en train de faire un doctorat en psychologie. Elle a fini, était retournée au secondaire. Elle a fait toute sa formation. C'est émouvant. Puis il y en a comme ça, là, des situations formidables, des nouveaux arrivants qui viennent, entre autres, des jeunes qui viennent d'Afrique, qui arrivent ici avec aucun moyen, qui s'inscrivent dans nos universités et puis qui passent au travers les programmes et qui réussissent de façon remarquable et qui s'engagent dans leur communauté. Alors, ça m'en fait pas mal. Mais oui, vraiment. Mais comment vous les choisissez, justement, les projets sur lesquels vous vous impliquez? Essentiellement par rapport à mes convictions. Pour moi, l'éducation, c'est l'essentiel d'une société. C'est la priorité des priorités. C'est sûr que la santé, ça nous interpelle, puis c'est des gens en situation de fragilité qui ont besoin de soins, d'aide, on doit faire de la prévention. D'ailleurs, on travaille sur un projet de prévention à l'UQAM. Mais il reste que l'avenir des nations, la richesse d'une nation, c'est l'éducation. C'est nos leaders de demain. L'éducation, c'est le fait qu'on puisse devenir des citoyens informés, qui développent leur sens critique, qui ne se laissent pas manipuler par de la démagogie. On voit comment ça se passe chez nos voisins américains actuellement. C'est la richesse des nations aussi parce que tous ces jeunes qui se forment, qui sont soit de bons artisans, de bons ouvriers, qui sont des techniciens de haut niveau, qui sont des chercheurs, qui sont des créateurs de richesses, c'est ce qui fait la différence entre les États à travers le monde. Alors, l'éducation,
toute la question de l'égalité homme-femme. Ça, pour moi, c'est absolument fondamental. Et la jeunesse. Ça se rejoint, hein, n'est-ce pas? Puis, j'ai des demandes aussi de gens qui, pour toutes sortes de raisons. L'économie sociale. Moi, je suis une de celles qui a supporté beaucoup les entreprises d'économie sociale lorsque j'étais première ministre, mais lorsque j'étais ministre dans l'ancien gouvernement au début des années 80, quand même. Et cette année, on fête le 10e ou 20e anniversaire dans certaines régions du Québec. Bon, on m'a demandé, est-ce que vous pourriez venir? Je peux pas me promener partout, c'est pas possible, mais j'ai fait des petites vidéos de quelques minutes pour les encourager, pour leur expliquer comment moi je croyais à cette perspective-là. Alors voilà, plus tout le reste. Là, vous avez parlé d'éducation. Oui. C'est vraiment très, très, très important pour vous. Pauline Marois, quand vous regardez en ce moment, là, à votre avis, comment se porte justement l'éducation au Québec? Je suis un petit peu inquiète, je l'avoue. Si je le prends sur ma fonction à l'UQAM, actuellement, la question des étudiants étrangers me préoccupe beaucoup, nous préoccupe beaucoup. Je dirais c'est comme ça à travers tout le Québec, parce que plusieurs de ces étudiants étrangers sont des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses qui font un doctorat, qui font une maîtrise, etc. Et c'est vrai là, dans toutes les universités sur le territoire québécois, et on a réduit, ou on veut réduire de façon importante le nombre d'entrées d'étudiants étrangers. Or, nous, à l'UQAM, on plaide, par exemple, que s'il y a un endroit où on peut les franciser, c'est bien à l'UQAM, n'est-ce pas? En plus, on offre des cours d'insertion en français pour s'assurer qu'ils puissent participer à la vie, puis surtout étudier et travailler en français. Alors, nous, ça, c'est une perspective qui nous préoccupe beaucoup à court terme, mais plus globalement. Oui, plus largement. On pense à nos enfants. Oui, moi, c'est l'école à 3 vitesses. Il y a tout un débat actuellement, vous le savez, à savoir qu'on a 3 sortes d'écoles, dans un sens, au Québec. On a l'école de base, où vont tous les enfants du quartier, etc. Puis, il y a des commissions scolaires et maintenant des centres de services scolaires qui ont souhaité, puis je comprends pourquoi ils l'ont fait, faire en sorte d'offrir des programmes particuliers, enrichis, si on veut, là, mettons ça comme ça, sport-études, art-études, bon. Et on va sélectionner les jeunes pour aller là en fonction, généralement, de la réussite scolaire. De la réussite scolaire. Après ça, il y a la troisième voie, qui est l'école privée. Les parents plusieurs parents envoient leurs enfants à l'école privée parce qu'ils considèrent qu'il va avoir un meilleur résultat, qu'on va meilleur encadrement, etc. Et il reste que l'école ordinaire, qui est le creuset de l'intégration, qui est là où on devrait faire nos apprentissages, devient une école qui est difficile à assumer et on y retrouve des enfants qui vivent des difficultés et je trouve ça très triste. Ce que ça crée aussi, ça crée des clivages entre les enfants, alors que l'école, c'est au contraire, ça devrait permettre la mixité. Et ça me préoccupe. Et bon, Guy Rocher, qui est décédé il y a quelques semaines à peine, c'était un de ceux qui défendait l'école publique. Et je comprends qu'on puisse faire des projets particuliers dans les écoles publiques, mais pourquoi choisir un enfant essentiellement sur la base de ses notes? Un enfant peut être très motivé, un jeune peut être très motivé, et justement, il va avoir des meilleures notes parce qu'il va participer à une activité qui lui plaît, qui le motive, etc. Moi, ça, c'est une grande préoccupation en ce moment-ci. J'espère qu'on fera une réflexion. Est-ce que on a déjà eu des États généraux il y a très longtemps maintenant, il y a 25 ans, à peu près un peu plus, 27 ans. Est-ce qu'on doit refaire un peu le point sur ça? Il y a l'École Ensemble, qui est un mouvement qui propose une intégration ou un travail de collaboration et d'intégration, disons-le, école privée, école publique. Et la perspective aussi d'avoir des projets particuliers, mais sans critères de sélection, uniquement liés aux notes scolaires. Je vais vous dire, Pauline Marois, moi, j'ai une famille d'enseignants. Ma mère a été enseignante toute sa carrière au primaire, des oncles, tantes, directeurs, prof aussi. Puis ma mère, à chaque fois qu'elle parlait de vous, elle disait toujours... Elle, je l'aime, Pauline Marois, parce que... Puis quand je lui ai dit encore que je vous recevais cette semaine, elle me l'a dit encore, elle a envoyé ses enfants à l'école publique. Mais 4 enfants.
Malgré le fait qu'elle soit en moyen, malgré le fait qu'il y ait cet accès-là. Absolument. Mais pour ça moi, vous touche, on dirait. Quand vous m'en parlez, je deviens toujours émue parce que c'était un choix. Un choix réfléchi, discuté avec mon conjoint. Je me disais, moi, en plus, j'ai été ministre de l'Éducation, mais je me disais, il faut envoyer un message comme quoi notre système d'éducation est un bon système, que nos enfants peuvent y grandir, peuvent apprendre. Et mes 4 enfants qui ont fait l'école publique, effectivement, primaire, secondaire, qui sont allés aussi dans les cégeps publics, sont tous gradués de l'université. Alors donc, comme quoi, l'école publique peut mener à l'excellence aussi. Et moi, je crois qu'on a dans nos écoles publiques des professeurs remarquables, talentueux, des gens engagés. Comme partout ailleurs, évidemment, il y a des gens qui sont plus ou moins confortables dans leur profession, mais moi, les personnes que j'ai rencontrées dans le monde de l'éducation sont des gens absolument remarquables de leur talent, mais par leur engagement aussi à l'égard des enfants. Oui, puis c'est de ça, je pense, dont la profession a besoin de reconnaissance. Absolument. Puis je pense que c'est la manière dont c'était perçu chez plusieurs enseignants quand vous aviez pris cette décision-là. C'est une reconnaissance du travail, des valeurs. Mais c'est ça, je voulais vous le mentionner parce que c'est vraiment ce qui ressort. Elle, on l'aime, tu sais, une famille au Saguenay pour cette raison-là aussi précisément. C'est très vrai. Puis en fait, j'incitais aussi mes collègues et je les invitais à envoyer leurs enfants dans nos écoles publiques. Je trouvais que c'était un message fort à envoyer à tous les parents du Québec, puis aux profs aussi, en disant, nous, on vous fait confiance, on fait confiance à notre école de quartier. Ah, voilà. Bon, j'aimerais ça avoir votre avis, parce que la semaine dernière, on a célébré le 30e... On célèbre. Il y a des personnes qui ont célébré, d'autres non. On s'est remémoré. Remémoré. Oui, c'est ça. Oui. Le référendum de 1995. Référendum pour la souveraineté. On sait que c'est potentiellement dans les plans pour le Parti québécois. S'il est élu, on promet dans un premier mandat un référendum. La semaine dernière, d'abord, comment vous vous êtes sentie? J'ai eu encore un pincement au cœur. Bon, vous savez, on va en parler un peu, mais on m'a demandé de participer à plusieurs forums, à plusieurs échanges, débats dans les médias. J'ai pas souhaité le faire. Bon, dans le fond, j'avais pas le cœur de me remémorer tout ça. Alors, j'ai vécu ça comme un pincement au cœur encore. Penser qu'on est arrivé si près du but. Et que finalement, à quelques dizaines de milliers de voix près, on a décidé de renoncer à notre projet de souveraineté. Alors que pour moi, ça devrait être la normalité pour un peuple que de pouvoir décider de son avenir, de pouvoir décider de ce qu'il concerne en matière d'éducation, de santé, d'environnement, d'économie. Alors voilà, donc oui, j'ai eu un peu de peine encore. Et quand je repense à tous les efforts qu'on avait faits, tout le travail qu'on avait fait pour convaincre, pour expliquer, pour présenter tous les enjeux, parce que souvent les gens ont peur d'imaginer qu'on peut être un pays indépendant, un pays souverain, mais quand on compare le Québec à tous les pays du monde, des pays entre autres... par exemple, dans l'OCDE, des pays développés du monde, on est dans le peloton de tête. Si nous étions un pays demain matin, à cause de la force de notre économie, on parlait d'éducation tout à l'heure. Écoutez, actuellement, on a 17 universités au Québec. On a une capacité exceptionnelle, puis on a des gens formés, on a des chercheurs. On parle de l'IA, l'intelligence artificielle. C'est un des centres majeurs à Montréal. On parle de l'industrie, parler de l'industrie aéronautique. Un des 3 centres mondiaux est ici, à Montréal, dans la grande région de Montréal. L'autre, c'est à Lyon, puis l'autre à Seattle. On peut se comparer aux meilleurs au monde. Bon, excusez-moi, mais je fais le plaidoyer. Mais non, mais c'est correct, vous l'avez l'espace. Mais moi, qui discute avec nos auditeurs tous les jours, c'est un sujet qui revient parce que ça fait quand même partie de l'actualité. On l'envisage pour plusieurs moins aujourd'hui. On aurait dit oui en 95. Aujourd'hui, on le dirait moins. Surtout avec l'arrivée pour le 2e mandat de Donald Trump. Les enjeux de sécurité sont majeurs. Pouvons-nous nous protéger? Comment on peut faire le poids? Je dirais que ça calme beaucoup, beaucoup d'ardeur, ce qui se passe en ce moment dans le climat avec les États-Unis. Mais regardez, avec les États-Unis actuellement, c'est une véritable catastrophe, mais c'est une catastrophe pour tous les pays du monde.
Hein? C'est vrai pour le Canada. Le Mexique a un peu mieux résisté, mais encore. Hein, au début de son mandat, il a proposé même de les envahir hein, pour lutter contre la drogue au nom du Mexique, que ça n'avait aucun sens. Regardez ce qu'il fait avec l'Europe, regardez ce qu'il fait avec l'Angleterre, partout. Bon. Alors, peu importe la situation dans laquelle on se trouverait, on ferait face au même homme qui est Trump, comme tous les autres États du monde le font. Et même le Canada, malgré, je n'en disconviens pas, la bonne foi de Carney, la volonté qu'il a de s'entendre, ça ne fonctionne pas. C'est pas le cas. Donc, ce ne serait pas plus le cas, mais qu'est-ce qui ferait la différence, finalement? On ne serait pas moins riche ni plus riche, puis on aurait toujours nos ressources naturelles, puis on aurait toujours notre pouvoir de négo. Hein. Mais Pauline Marois, pensez-vous que c'est le bon moment pour tenir un référendum? Parce que vous avez les explications, oui, c'est possible et tout ça, mais après, il y a le climat, justement. Est-ce que c'est une bonne idée de se lancer là-dedans? Je dirais, il n'y a jamais de bon moment. Quand on a commencé la campagne référendaire, d'abord en 81, hein, en 80, qu'on a perdu avec un écart beaucoup plus important, on partait de très loin. On est quand même arrivé avec plus de 40 %. Mais c'était vrai aussi, en 1995, malgré la conjoncture qui était beaucoup meilleure, on partait de très loin pour arriver à un résultat qui a été presque victoire. Alors, bon, je ne veux pas commenter autrement. Là, je sais que le Parti québécois prépare des documents, etc. Puis les partis d'opposition se préparent à s'opposer ou à contre-proposer. Mais donnons le temps au temps. On va continuer la réflexion. Le parti va présenter ce qu'il croit être utile et pertinent pour réfléchir à cette question. Je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon, entre autres, en a parlé dernièrement. Et on prendra le temps de réfléchir, d'échanger, de discuter. Et puis, moi, je dis, ce sont des jeunes qui actuellement sont à prendre la relève. Et chez les jeunes, ça semble être plus favorable que ça ne l'était. Alors, donnons le temps au temps et puis faisons confiance à l'avenir. C'est comme ça que je le vois. OK, c'est bien dit. Alors là, selon votre réponse, vous tenez quand même un peu à l'écart à si oui ou sinon c'est un bon moment. C'est-à-dire que moi, je respecte le choix qui est fait par le chef du Parti québécois. Bon, vous savez, quand j'ai accepté la position de chancelière à l'UQAM, j'ai dit au recteur et au président, moi, je ne vais pas mettre de côté mon opinion. Je suis une souverainiste, je vais continuer de défendre, mais j'évite de militer au quotidien, d'accord? Alors donc, je regarde ça d'un petit peu plus loin, puis c'est normal, je pense que c'est respectueux pour la fonction que j'occupe, mais je n'en pense pas moins pour autant. La voix que vous entendez, c'est celle de Pauline Marois. D'ailleurs, je me demandais, je voulais vous dire politicienne, ex-politicienne. Est-ce que vous êtes politicienne ou ex-politicienne? Est-ce qu'on est politicien toute notre vie? Je crois qu'on est engagé toute sa vie par la cause du bien commun et public. Et puis, ça prend des gens qui font de la politique pour faire avancer des causes auxquelles on croit. Alors, je reste une femme politique au sens de l'engagement. Parfait. Donc, on va y aller comme ça. Si vous avez un mot ou une question pour elle, écrivez-nous dans la messagerie 98985. Là, j'ai vu d'un œil qu'il y en avait beaucoup. Je vais prendre la pause pour vous lire. OK? D'accord. À tout de suite. On passe 1 heure en compagnie de Pauline Marois, politicienne, aussi chancelière de l'UQAM. Madame Marois, beaucoup de commentaires, beaucoup de questions aussi pour vous. Oui. Je vais les rassembler, puis on va essayer de se garder un moment pour les questions. Je lis un commentaire d'une auditrice. Elle dit « En ces temps troubles, Madame Marois est source de sagesse, d'inspiration et de lumière dont on a besoin pour éclairer novembre. Bravo et merci à elle pour la progression et l'inspiration. À quand la station de métro Marois? Chaque ville aussi devrait avoir un CPE à son nom. » C'est très flatteur quand j'entends ça. Évidemment, ça me touche, qu'on le veuille ou non. On peut pas rejeter ça du revers de la main. Au contraire, ça me touche énormément. Vous savez, j'ai la chance d'avoir une salle à l'Assemblée nationale qui est à mon nom. Je suis très fière de ça. C'est l'endroit où j'ai été, au plan professionnel, le plus longtemps dans ma vie, pendant 30 ans. Mais merci à la dame qui fait ce commentaire. Mais je pense que c'est à la société civile de décider finalement si on nomme un endroit, une place, oui, etc. Mais souvent, je rencontre des gens qui me disent merci. Ils me disent merci pour les services de garde, merci pour ce qu'on a fait pour l'école publique. Bon. Et je leur dis tout le temps, vous savez, c'est ça mon salaire, c'est ça ma paye.
Parce que souvent, quand on s'engage en politique, on ne voit pas toujours le résultat rapidement et puis on vit souvent dans des tensions, dans des oppositions. Ça n'a pas toujours été facile pour vous, là? Pas vraiment. Hein? Je ne l'ai pas eu facile Non, pendant des vraiment longs pas. moments. Mais quand arrivent des témoignages comme ceux-là, on se dit, bon, dans le fond, ça a été utile, ce que j'ai fait, ou ça a été apprécié. Puis c'est sûr que moi, ça me touche énormément. Un autre commentaire. Madame Marois, c'est Patrick qui écrit ça, est venue à mon école primaire quand j'étais jeune et je m'en souviens encore. École Saint-Romain à Longueuil dans les années 90. Vous promeniez aussi dans les écoles? Oui, j'étais... Est-ce qu'il y a autre chose qui l'ajoute? Non. Parce que j'étais ministre de l'Éducation, mais même quand j'étais pas ministre de l'Éducation, j'étais députée de Taillon. Donc, je couvrais la moitié de la ville de Longueuil de l'époque et j'aimais ça, aller rencontrer les jeunes pour leur expliquer ce que ça faisait une députée. Je l'ai fait dans les écoles de mes enfants. Je le fais encore. Mais il ne faut pas le dire trop fort parce que je ne veux pas avoir d'invitation. Je n'aurai pas le temps de tout faire. Je l'ai fait. C'est bien de le préciser parce que là, ça ne tombe pas dans les oreilles de sourds chez nos auditeurs. Je l'ai fait dans les écoles de mes petits-enfants, imaginez. Et donc, oui, je me souviens très bien de l'école Saint-Romain. Je ne me souviens pas de Patrick, ça va de soi. Mais j'allais dans les écoles et puis je commençais par poser des questions. Est-ce que vous savez ce que ça fait un député? Est-ce que vous connaissez le nom du premier ministre du Québec ou de la première ministre? En fait, c'était le premier ministre à l'époque. Alors, je commençais comme ça, puis après ça, j'expliquais ce que ça faisait. Que s'il y avait des autobus et du transport en commun, c'est parce que quelque part, il y a des gens qui avaient pris des décisions de mettre des sous. J'essayais d'être très pédagogique, de mettre de l'argent dans les transports en commun pour que vous puissiez venir à l'école plus facilement, que vos parents puissent les utiliser. S'il y a une école ici avec un programme, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est un élu, qui est ministre de l'Éducation et qui approuve les programmes que vous suivez. Le programme que vous suivez ici, c'est le même que vos petits camarades suivent à Sept-Îles ou à Gatineau ou à Québec. Alors, je prenais des petits exemples comme ça, très simples, pour expliquer l'engagement politique et les motiver à s'intéresser à ce qui se passait à cet égard, même s'ils étaient jeunes, parce que plus on est jeune, plus on a des chances, après ça, de devenir un citoyen mieux informé. Parlant de jeunesse, à quoi ressemblait votre enfance, Pauline Marois? Oh, j'ai eu une belle enfance, dans un milieu très modeste. Mon papa était mécanicien. Il travaillait dans un grand garage de la région de Québec. Et maman avait déjà enseigné dans une école de rang. Pas longtemps, parce que quand on se mariait à l'époque, on ne pouvait plus continuer à enseigner. Bon, on vivait à la campagne. Il y avait un ruisseau qui passait à côté de chez nous. Il y avait les vaches de mon oncle qui étaient dans le champ à côté, parce que je vivais en face d'une ferme. Alors, j'ai eu une enfance très heureuse, très agréable, encore une fois, on jouait dans les champs, on allait cueillir des fleurs, on se faisait des petites batailles, parce que j'avais en face de chez moi, c'était la sœur de maman qui vivait là. Ils avaient 6 enfants, nous, on était 5, alors on jouait ensemble, on s'organisait. J'allais à la ferme aussi. On jouait un peu dans le fanny. On appelait ça le fanny. C'est l'endroit où on plaçait le foin à l'époque, là. Alors voilà, j'ai eu... Le fanny. Le fanny, okay. On appelait ça le fanny. Puis si on posait la question à la petite Pauline Marois, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que vous répondez? Je voulais être missionnaire en Afrique. Un bout. Après ça, j'aurais voulu être comédienne. Puis après ça, hôtesse de l'air. C'était les rêves... regardez, d'abord, hôtesse de l'air, mais ça, c'était peut-être un tellement différent, tout ça, le missionnaire, hôtesse de l'air. C'est parce que je voulais voyager. Ah. Puis mon père, qui était un homme qui n'avait pas de formation, je ne sais pas s'il y avait une 3e ou une 5e année, d'ailleurs, pour lui, c'est une grande, grande préoccupation que l'éducation. Mais il était intéressé à tout. À ce qui se passait dans le monde. Il lisait son journal, c'est l'Action catholique à Québec. Et il lisait tous les jours son journal. Il travaillait de nuit aussi, arrivait la nuit à minuit et demi, puis il ouvrait son journal, il lisait son journal. Et il aurait rêvé de voyager. Puis je pense qu'il nous a donné ce goût-là, il nous a transmis ce goût d'aller voir à travers le monde ce qui se passait. Alors, hôtesse de l'air, je me disais, si je peux être hôtesse de l'air, je vais pouvoir voyager, puis aller visiter un peu d'autres pays. Et puis, missionnaire, il y avait
un petit côté aide. Parce que mes parents étaient aussi très engagés dans leur communauté. Bon, ils faisaient des campagnes pour Centraide, ça s'appelait autrement à ce moment-là. Ils s'occupaient du prêt d'honneur. Le prêt d'honneur, c'était de l'aide aux étudiants. C'était la Société Saint-Jean-Baptiste et puis Centraide de l'époque, là, qui offrait des prêts à des jeunes qui voulaient aller à l'école plus longtemps puis dont les parents n'avaient pas les moyens. Ils appelaient ça un prêt d'honneur parce que les gens le remboursaient. C'était sur l'honneur qu'on faisait le prêt. C'est quand même formidable. Alors, c'est une autre époque, hein? Oui, donc c'est tout ça. Puis après ça est arrivé la TV, puis j'étais tellement impressionnée. OK, oui, c'est ça, comédienne, impressionnée par la télévision. Ben oui, moi je suis née avec la télé, je suis dans 49. Alors la télé est arrivée au début des années 50, et puis je pense que mes parents ont eu une télé autour de 1954. En tout cas, les petits voisins venaient, puis on écoutait Mickey Mouse à la télé. Mais il y avait les Ploufs. Puis il y avait... Vous, ça vous dit rien. Mais non, je sais c'est quoi. Oui, vous savez oui, c'est ça quoi. Me dit quelque chose. Mais l'émission de l'époque, c'était quelque chose. Et puis, alors, je me disais... c'est l'événement? Je trouvais ça tellement fantastique. C'était un événement, je comprends. Puis nos parents acceptaient qu'on écoute la télé. Là, j'étais peut-être un petit peu plus vieille à ce moment-là, mais... Et ça me fascinait. Je me disais, j'aimerais ça, être comédienne. Mais je n'avais pas vraiment de talent parce que j'avais de la misère à apprendre des choses par cœur. Alors, mais j'ai été scénariste, metteur en scène. Bon, il faut s'amuser. J'avais 18 ans. Ah, mais quand même! Oui. Et, il y avait une petite troupe de théâtre à l'école où allait mon frère, dans mon village. Puis ils voulaient monter une pièce. Ils ont monté une pièce de Félix Leclerc qui s'appelait « Sonner les matines ». Et c'est moi qui étais metteur en scène. C'était tout du bénévolat, évidemment. Il y avait... Vous avez fait la tournée mondiale ensuite, j'imagine? Oui, évidemment. On est resté dans le petit village, mais ça a été couru quand même. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes, finalement, vous avez fait le choix d'aller étudier en service social? Parce que c'est ce que vous avez choisi? Oui, c'est parce que j'ai été confrontée aux classes sociales. Quand je suis allée, mes parents voulaient tellement qu'on aille à l'école longtemps. Puis pour eux, l'éducation, c'était fondamental. Maman était allée à l'école normale. À l'époque, évidemment, c'était quelque chose, aller à l'école normale. Et puis, elle avait étudié chez les religieuses de Jésus-Marie, à Québec. Ne pas confondre avec Saint-Nom de Jésus-Marie à Montréal. Et puis, pour elle, là, c'était le nec plus ultra. Il ne pouvait pas se passer quelque chose de mieux que ça. Fait qu'elle dit, ma fille, elle va aller étudier là. Elle n'a pas d'argent pour aller là. Alors, elle est allée à l'école, elle a négocié avec les religieuses. Elle a négocié entre autres des coupons de repas. Je pouvais aller prendre des repas, ça coûtait presque rien. Paiement un peu plus allongé. Bon, enfin, peu importe. Alors, je me suis retrouvée dans une école privée où il y avait beaucoup d'enfants qui venaient de jeunes filles. C'était un collège pour filles qui venaient évidemment de milieux favorisés, très. Filles de médecins, filles de députés, filles de juges, etc. J'ai été confrontée à l'existence des classes sociales qui, pour moi, n'existaient pas dans mon village. Il y en avait qui avaient un petit peu plus de sous parce que c'était un entrepreneur, un peu plus de moyens, mais on était tous sur le même pied d'égalité. Et là, je découvre qu'il y a des gens qui ont de plus grandes chances que d'autres. Et c'est ce qui m'a amené vraiment à m'engager pour dire qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que peu importe d'où on vient, peu importe les parents qu'on a, peu importe la couleur de la peau même qu'on a, on ait la possibilité d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès aux mêmes services, d'être traité de la même façon dans notre société. Là, je l'exprime comme ça. Je n'étais pas capable de l'exprimer comme ça à l'époque, mais c'était ça quand même qui m'a motivée. Puis qui est devenu... C'est ce qui vous a rendu première ministre aussi. Oui, je pense que c'est fou oui. quand on y pense. Oui, parce que c'était l'égalité des chances. Ben oui. Hein? Et donc, pour faire ça, je me suis dit un jour, dans des circonstances un peu particulières, dans le fond, si je veux changer les choses, il faut que ce soit là où se prennent les décisions. Or, les décisions pour ce qui est des grandes politiques publiques, du bien commun, ça se prend au niveau politique. Et c'est ça qui a été, oui, ma première motivation. Ça a pris du temps avant que ça se réalise concrètement, mais il reste que c'est ça. Donc, le travail social, le service social, c'était ma première motivation. C'était celle-là. Pauline Marois, on passe 1 heure ensemble. Oui. On s'arrête un instant pour une pause. Ça va vite. Oui, ça passe ça vite. va vite. Oui, hein? Ça passe vite. Vous voulez contribuer à la discussion, vous pouvez écrire dans la messagerie 98985. À tout de suite. Et en ce moment, on est en longue entrevue avec Pauline Marois, politicienne. J'ai beaucoup de commentaires oui. de la part de nos auditeurs. Je vais prendre quelques instants pour les lire. Une grande dame, très triste de voir le Québec qui doit se passer d'elle comme politicienne. Mon cœur espère toujours un retour. C'est François qui nous écrit ceci.
un retour? Non. Non, j'osais poser la question, J'ai mais... donné, et puis je m'engage autrement. Un autre message. Elle a, à l'époque, gagné le cœur de ma mère d'un simple magnifique « Bonjour, madame » dans une file d'une caisse du IGA à l'île Bizarre. Ma mère ne l'a jamais oublié. Oui, on demeurait à l'île Bizarre, puis je faisais mon épicerie, évidemment. Et puis, je saluais les gens. Quand les gens me regardaient puis avaient l'air un petit peu étonnés que je sois là avec mes 2 enfants, là, ou 3 des fois, mais à un moment donné, ils ne voulaient plus venir avec moi parce qu'ils ont dit « T'es toujours dérangé, maman ne veut plus aller faire l'épicerie avec toi. » OK, c'est correct. Mais je saluais les gens. Parce que je trouve que c'est important dans la société par respect pour les gens. Et puis, ça fait une société meilleure si on a on introduit un peu de convivialité, puis de politesse, puis etc. Puis on peut penser aux personnalités publiques, mais oui. tout le monde se dire bonjour. Mais oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis pourquoi moi, pas? Je trouve aussi qu'on en a besoin. D'autres messages. Véronique, ça fait tellement du bien d'entendre Mme Marois à la radio. Vous nous manquez. Puis c'est ça, Véronique, elle dit qu'il a eu l'honneur d'être votre directrice de l'organisation au parti quand vous étiez première ministre. Oui, c'est vrai. Il y a Myriam aussi qui nous écrit « Madame Marois, je suis une immigrante de première génération et je vous admire tellement. Ma fille avait 7 ans lorsque vous étiez encore première ministre. Elle a déclaré qu'elle allait être la première présidente, elle a dit ça, la première présidente du Québec. Aujourd'hui, elle a 17 ans. Est-ce qu'elle a encore son rêve? Elle continue? Ben là, elle dit Paul Saint-Pierre Plamondon est son idole et compte les jours pour avoir son droit de vote. C'est formidable. J'aime tellement s'entendre ça. Ça me fait tellement chaud au cœur. C'est une inspiration chez une petite fille de 7 ans. Ouais. Moi, un jour, je vais devenir première ministre. C'est ça, là. C'est tellement un objectif que j'ai dans la vie, hein? De créer une motivation, de donner la motivation aux jeunes pour qu'ils s'engagent puis qu'ils fassent de la politique. J'ai fait des rencontres avec des jeunes, je l'expliquais tout à l'heure. J'ai rencontré des jeunes femmes, des jeunes filles, des jeunes gars. Et puis, quand un m'arrivait pour me dire, Madame Marois, un jour, j'aimerais ça faire de la politique. Je me disais, t'as raison. Si tu veux poser des questions, je suis prête à y répondre. Et souvent, vous savez, j'ai des demandes de jeunes. C'est rare que je dis non. Je ne devrais pas dire ça ici ce matin. Mais, mais là, ils font des entrevues et ils veulent comprendre pourquoi j'ai fait de la politique, pourquoi je me suis engagée. C'est quoi, justement, faire de la politique au Québec aujourd'hui, en 2025? Alors, pour moi, c'est un objectif. Parce qu'on a dévalorisé beaucoup la politique. Il y a du cynisme à l'égard de la politique. C'est rafraîchissant quand on entend des jeunes comme ça dire « Moi, j'ai hâte d'exercer pour la première fois mon vote ». Tout ce que ça peut signifier dans une démocratie que de faire le choix de ses dirigeants, puis un jour d'être soi-même quelqu'un qui va s'engager, à mon point de vue, c'est essentiel dans une société. Dans le contexte de mes entrevues, je discute toujours avec quelqu'un de votre entourage. Oui. Parce que l'idée, c'est d'avoir une autre vision, d'apprendre à vous connaître autrement. À cette personne, je lui ai demandé qu'est-ce que vous représentez pour elle. Mon épouse depuis 56 ans. C'est la personne que j'admire le plus. C'est une grande dame. Je suis fou d'elle. Je sais pas si vous avez vu la revue Châtelaine. Il y a une magnifique photo et là, j'étais émerveillé de voir cette belle photo de ma grande dame. Comment vous vous êtes rencontrés il y a 56 ans? À Mont-de-Village. La première fois que je l'ai vue, elle venait chercher ma sœur pour l'école catholique. Elle faisait de l'animation à ce moment-là, donc elle venait recruter ma sœur. C'est la première fois que je l'ai rencontrée. Après ça, pendant notre adolescence, elle était l'amie d'un de mes copains et quand mon copain l'a laissé, je l'ai consolé. Ben voyons donc, c'était la blonde à votre ami. Ah ben oui, c'était la blonde à mon ami, mais jamais j'aurais volé la blonde à mon ami. C'est lui qui l'a laissé. Alors moi, j'attendais mon moment pour la consoler, quoi. Et ce que j'ai fait. Et je pense que j'ai pas mal bien réussi. Ah, c'est formidable. Quelle belle surprise. Vraiment. Ah, j'aime ça entendre sa voix. Claude Blanchet, mon conjoint. Effectivement, nous sommes ensemble depuis 56 ans, imaginez. Et puis je dis souvent, on s'aime plus encore aujourd'hui qu'on s'aimait hier. Tu sais, c'est la fameuse phrase, et moins que demain. Mais c'est vrai, c'est vrai. Puis c'est vrai qu'il m'a consolé. Parce que son ami m'avait laissé tomber.
Et puis, il était là, lui, tout près, pour m'accueillir, sécher mes larmes. Et ça a été un conjoint exceptionnel. Et je le dis très souvent, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait en politique s'il n'avait pas été à mes côtés. Honnêtement, il m'a encouragé, il m'a appuyé. Et souvent, des gens me posent la question, comment vous faites pour conserver, pour être sereine et puis continuer à avancer même quand ça va mal? Je dis, il faut que vous ayez un refuge quelque part. C'est des amis, c'est des gens qui sont dans votre entourage, des conseillers. Moi, mon conjoint était un de ceux qui m'accueillaient sans jamais me critiquer, sans jamais... Il me prenait comme j'étais. Et puis, il essayait de m'aider à cheminer dans des moments plus difficiles. On faisait la marche le matin. Moi, je marche encore tous les jours. Et puis, le matin, je marchais avec lui. Puis, je disais, je sais pas comment je vais passer au travers. Il dit, ouais, tu vas être capable, tu vas voir, tu sais. Prends ça calme, vas-y, au fur et à mesure des difficultés que tu rencontres, auxquelles tu te heurtes. Alors, ça a été un compagnon de vie exceptionnel. Et puis, on a eu 4 enfants, qui sont toujours nos enfants. Maintenant, on a 8 petits-enfants. Mais c'est ça, parce que pendant toute cette grande carrière-là, vous avez accouché de 4 bébés, oui, 4 enfants, c'est ça. Pauline Marois. J'imagine que jouer un rôle, parce que comment arriver à concilier tout ça? Heureusement qu'il était là, j'aurais jamais pu faire, encore une fois, ce que j'ai fait. Puis, une des choses que je dis beaucoup aux femmes qui veulent s'engager en politique, lâchez prise un peu, d'abord. C'est pas vous qui êtes responsable de tout. Puis, si vous décidez d'en faire, qu'il y ait une entente claire avec vos conjoints, avec votre conjoint. Puis le partage des tâches, c'est essentiel à mon point de vue. Puis dans mon cas, mon conjoint ne fait plus que moi, dans un certain nombre de circonstances. C'est donner le biberon, changer des couches, ça ne l'a jamais rebuté. Aller chercher les bulletins à l'école, superviser les devoirs, les leçons des enfants. Il le faisait non seulement de bonne grâce, mais avec plaisir. Et moi, je devais accepter que parfois, ça s'organisait autrement dans ma maison, parce qu'il faisait les choses autrement. Et puis, à un moment donné, je rentrais, puis je disais, regarde, les enfants sont tellement mal habillés. Pourquoi tu lui as mis ça? Là, il me regardait. Il me disait, écoute bien là, est-ce qu'ils ont l'air heureux, ces enfants-là? Est-ce qu'ils sont de bonne humeur? Bon, laisse-moi les habiller comme je veux. Quand tu seras là, tu les habilleras comme tu voudras. Et c'est ça quand je dis, là, lâcher prise. Ça veut dire que si on veut partager vraiment les tâches, moi, j'étais très accaparée, évidemment, par ma vie publique, mais mon conjoint aussi, il avait de grosses responsabilités. Il a été l'un des fondateurs, avec Louis Laberge, entre autres, du Fonds de solidarité des travailleuses et travailleurs du Québec. C'était pas une mince tâche, là. Puis il a été à la SGF, puis il a été, dans d'autres institutions financières importantes, des institutions collectives, d'ailleurs. Alors, c'est important qu'on puisse, comme femme, dire, si, moi, en tout cas avec lui, on a dit, si on a des enfants, on s'entend qu'on va en prendre soin tous les deux, que l'un ne sera pas le seul responsable de ça. Et c'est ce qui a fait que, je pense qu'on a grandi ensemble, on a vécu des moments de tension, il y en a eu, ça ne veut pas dire qu'on était tous les jours de bonne humeur et que tout était parfait, n'est-ce pas? Comme je dis, les premières années, on se chicanait 1 fois par semaine, après ça 1 fois par mois, après ça 1 fois par 6 mois, puis maintenant, on prend même plus le temps de se chicaner. Non, mais c'est intéressant ce que vous racontez là parce que Marois Risky a annoncé qu'elle quittait à la fin de son présent mandat parce qu'elle fait le choix de la famille. Elle a 2 enfants, dont un bébé. Quand vous voyez ça, vous, est-ce qu'à un certain moment, vous auriez aimé être davantage à la maison? Ça m'est arrivé, effectivement, particulièrement quand ils étaient très petits, de me dire, je me sentais un peu coupable, c'est sûr. Mais il y avait un tel engagement de la part de mon conjoint. Puis, on s'est fait aider. Ça aussi, les femmes, il faut qu'on accepte ça. J'ai eu quelqu'un dans ma vie qui s'appelle Magali, qui est toujours là. Maintenant, elle est à la retraite, évidemment, mais c'était une nounou. Et elle nous a accompagnés pendant 30 ans, 25 ans. Et là encore, il faut accepter de lâcher prise. Puis, il faut accepter de se faire aider. Sinon, les femmes qui, évidemment, se sentent complètement responsables des enfants renoncent souvent à des engagements professionnels qui leur permettent de s'épanouir, puis d'être des fois des meilleures mères aussi, parce qu'elles sont plus autonomes, puis elles peuvent vivre leurs rêves aussi. Alors,
Donc, accepter que les enfants, souvent nos grands-parents, c'est la famille élargie, hein? C'était le plus vieux qui prenait soin des petits pendant que la grand-mère était au train, parce que moi, je viens de famille de cultivateurs, comme on dit, hein? D'agriculteurs. Alors, les femmes s'impliquaient souvent dans la ferme, puis à la maison, c'est les plus grands qui prenaient soin des plus petits, puis la tante, des fois, ou la cousine venait, puis passait quelque temps à la maison avec les enfants. Alors, c'était comme une famille élargie. On n'a plus ça maintenant, mais on peut le recréer d'une façon un peu différente. Et moi, je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire, Claude et moi, en ayant quelqu'un avec nous, Claude en étant engagé, puis moi en acceptant de lâcher prise. Pauline Marois, on s'arrête un instant pour une pause. Et c'est déjà la fin dans quelques minutes. Oui. Quel beau témoignage de la part de mon conjoint. Mon amoureux. Puis il m'a dit autre chose. On va l'entendre après la pause encore. À tout de suite. Et on termine cette émission avec Pauline Marois qui a gentiment accepté de venir passer 1 heure avec nous. Merci beaucoup encore d'avoir justement accepté de prendre ce précieux temps, parce que votre temps est très précieux pour venir nous visiter. Je disais à Marie-Ève, aux gens qui nous entendent, je la remerciais de m'avoir invité. Je vous remercie de m'avoir invité parce que là, vous m'avez amené des émotions, vous m'avez presque fait pleurer. Et puis, ça a été très agréable d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci aussi de votre grande générosité, sincèrement. Je vais lire quelques auditeurs. Il y a David qui nous dit « Très grande femme, vous me faites pleurer. Je suis dans la rue en ce moment puisque je n'ai pas de scolarité. Et je vous admire. Oh mon Dieu! Ce que vous dites est plein de bon sens et me donne de l'espoir. Merci, ça fait du bien. » Oh là là, quel beau témoignage. Moi, vous savez, cette question d'itinérance, entre autres, ça me préoccupe énormément. Mon conjoint aussi. Et puis, on a le goût d'être utile à cet égard-là. On réfléchit à ce qu'on pourrait faire pour aider, pour essayer de trouver des solutions. Il n'y a aucune société, surtout une société riche comme la nôtre, qui peut accepter ce qui se passe actuellement. Des gens qui sont laissés pour compte, qui sont laissés sur le bord de la route. Moi, ça me crève le cœur à chaque fois. Hier soir, il y a un itinérant qui m'a abordé. Il m'a dit, je ne veux pas vous faire peur. Je dis, vous ne me faites pas peur du tout. Puis on a causé quelques instants. Je lui ai donné un petit quelque chose. Mais, tu sais, je me dis, notre société ne peut pas accepter ça. Et puis, c'est pas accepter parce qu'on enlève les campements. Non. C'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour les accompagner, pour les aider, pour les sortir de cette misère humaine. Hein? Puis c'est aussi une misère au plan mental, au plan psychologique. Je pense qu'on n'a pas... On a une responsabilité comme société et on doit surtout l'assumer pleinement puis trouver des solutions. On n'aura pas le temps d'écouter le 2e extrait de votre mari, mais... vous allez me le laisser. Oui, OK, on a le temps. On l'envoie. Mon épouse, c'est une femme qui a de grandes valeurs collectives et rien ne l'arrête quand elle a un objectif en tête. Elle est vraiment une femme déterminée et qui veut l'avancement de notre Québec. Je trouve que ça fait tellement... Oui, c'est beau. Hein? Un beau lien. C'est vrai. Oui, vous avez bien raison. Avec ce que vous venez de dire. Oui. La détermination, est-ce que c'est ça que ça prend pour les régler, nos problèmes? Moi, je pense que oui. Ça prend une détermination à toute épreuve. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon en politique de la volonté politique. Puis ça s'accompagne de la détermination. Puis une fois qu'on a identifié un problème, qu'on a identifié un certain nombre de solutions, après ça, il faut mettre en œuvre les moyens pour attaquer les problèmes puis les résoudre. Puis même si en chemin, il faut faire des petits détours, puis même si c'est pas parfait, au moins avoir la volonté de changer les choses pour le mieux. Encore une fois, on a la chance de vivre dans une société riche, une société créative, une société qui peut être généreuse. On a des grandes politiques publiques. Il faut continuer dans ce sens-là, puis amener les citoyens à s'engager encore davantage. Moi, je crois beaucoup à l'engagement citoyen. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Pauline Marois? De continuer à être heureuse avec ma famille, avec mon conjoint, et de continuer à donner le meilleur de moi-même dans les causes qui continuent de me tenir à cœur. Un beau projet, ça. On vous le souhaite, Pauline Marois. Merci encore d'être venue nous visiter. Là, je regarde. J'aimerais l'avoir dans mon salon pour jaser. Elle était dans notre salon à tous aujourd'hui parce qu'on a tous eu cette conversation-là avec vous. Merci encore d'avoir été là. Nous, on vous laisse aller vers vos émissions du midi. On se retrouve demain. Et demain, ce sera déjà vendredi. On va parler notamment d'andropause au Boys Club. J'ai déjà hâte. À bientôt. Bonne journée. Oui, à demain. Merci, Marie-Ève. Au revoir.